you, Your Honor. Monsieur McDonald, merci Monsieur le Président. Et je vais vous présenter une vidéo du 12 janvier 2011. J'appellerai donc la pièce CIV OTP 0074 0063 de la minute 3:14 à la minute 11:38. Le transcrit correspondant est le 0087 0485. Et pour ce qui est de l'onglet, si vous me permettez une petite seconde que je vous le donne. It's tab 522. La greffière d'audience, onglet 522. Monsieur McDonald, merci beaucoup. Alors, nous devons être sur Evidence 2, je crois. Oui, Evidence 2. Alors, Monsieur Mangou, nous allons regarder l'extrait. Ça va? Madame, Monsieur, bonsoir. Un couvre-feu est instauré à partir de ce soir dans les communes d'Abobo et d'Anyama. Je vous propose à ce sujet d'écouter la déclaration du chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Philippe Mangou. Déclaration des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Les récentes manifestations de troubles à l'ordre public, les actes de vandalisme, de barbarie, les tueries et les assassinats perpétrés par les militants du Rassemblement des Zoufouettistes pour la démocratie et la paix au cours des marches insurrectionnelles organisées par ce groupement politique d'opposition les 16-17 décembre 2010 avaient causé la mort de 21 membres des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Depuis ces moments, le calme n'est plus jamais revenu dans ce pays et les morts se comptent par dizaines du fait des attaques à l'arme de guerre contre les éléments des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et d'innocentes populations. Il ne se passe pas de jour sans que les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, en mission de sécurisation et de protection des populations, ne soient les cibles principales d'attaques armées par des individus embusqués qui répondent ainsi aux incessants appels à la désobéissance civile, à l'insurrection et aux assassinats de toute nature lancés par des politiciens retranchés à l'hôtel du Golfe. Dans la journée du mardi 11 janvier 2011, des tirs aux armes de guerre dirigés contre les unités des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, en patrouille dans la commune d'Abobogar, plus précisément au quartier PK 18, ont fait 2 morts, 9 blessés et des matériels roulants de service endommagés dans les rangs des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Devant une telle atmosphère de quasi-insécurité et de menaces de guerre dans laquelle vivent les laborieuses populations de cette commune, des menaces d'attaque armée contre les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, la mesure d'urgence suivante est prise. Un couvre-feu est instauré dans toute la commune d'Abobogar et d'Anyama à compter de ce jour, mercredi 12 janvier 2011, à partir de 19 h jusqu'au samedi 15 janvier 2011,
à 06 heures du matin. Cette mesure exceptionnelle permettra aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire de poursuivre avec engagement et fermeté leur mission régalienne de sécurisation et de protection des populations. Elle sera également mise à profit par les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire aux fins de rechercher et de débusquer toutes les personnes qui sont responsables de ces attaques armées et autres agressions, de retrouver toutes les personnes désireuses à partir de leur cachette de s'attaquer à la République. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire prennent alors toutes les organisations des droits de l'homme d'ici et d'ailleurs, l'opinion nationale et internationale, à témoin que ces attaques armées contre elles, assimilées à des actes de guerre et suivies de lourdes peines dans leur rang, les placent désormais en position de légitime défense. Dès lors, elles se réservent le droit de riposter à partir de maintenant, tous moyens réunis, à toutes les attaques, d'où qu'elles viendront. Aussi, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire mettent-elles en garde les autres communes du district d'Abidjan contre les actes et agissements rapportés précédemment. Le cas échéant, les communes identifiées se verraient appliquer les mêmes dispositions et frappées par les mesures de riposte, toujours dans leur logique absurde de déstabiliser la République de Côte d'Ivoire. Ces politiciens retranchés au Golfe s'adonnent à des campagnes d'intoxication en direction des populations ivoiriennes, faisant état de défection d'officiers et autres catégories de militaires des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et qui auraient rallié un prétendu gouvernement basé à l'hôtel du Golfe. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire informent le digne peuple de Côte d'Ivoire que ces officiers, dont il est question dans ces communiqués de désinformation, n'appartiennent plus à leurs effectifs, car ils ont été libérés de leurs obligations militaires vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. À cet égard, ces personnes peuvent désormais mener leur existence comme bon leur semble. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire réaffirment qu'elles n'ont jamais été aussi unies et solidaires en ce moment même dans toutes leurs composantes et invitent les Ivoiriens et les Ivoiriennes à garder leur sérénité. Tout combat correspond bien à un objectif et à un contexte spécifique. Le combat majeur auquel les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire restent sans équivoque dans cette crise dite post-électorale, née de la volonté absurde de certaines personnes au plan interne et au plan externe de nier à la Côte d'Ivoire son indépendance totale, à décider de son destin. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire mènent l'unique combat de la sauvegarde de la souveraineté de la République de Côte d'Ivoire, dans le respect scrupuleux du fonctionnement de ses institutions et de sa constitution. Aussi, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire invitent-elles l'ensemble des populations à garder leur calme. Elles leur demandent de continuer à vaquer tranquillement à leurs occupations, seul gage, d'une part, du bien-être social de chacun et pour aider, d'autre part, au redécollage économique de notre cher pays,
la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le mercredi 12 janvier 2011, signé le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des armées. Thank you. Le président, merci. Vous avez la parole. Vous, évidemment, rappelez de ce communiqué, Monsieur Mangou? Alors bien sûr, quand un communiqué est clair comme ça, vous voyez que ça ne donne même pas lieu à des discussions. Alors ce que je voudrais dire, effectivement, ce communiqué a été lu par moi. Néanmoins, il y a un point à souligner, parce que tout fait est évolutif, suite donc des enquêtes personnelles qu'on mène. J'ai attribué la responsabilité des tueries au niveau d'Abobo au RHDP, qu'il veuille bien m'en excuser, parce que j'ai su, à la fin de la crise post-électorale, que la responsabilité des tueries au niveau d'Abobo ne leur incombe pas. Et là-dessus, je vous ferai un témoignage. Par contre, pour tout ce qui suit, c'est bien ce que nous avons dit. Alors, quand le président a-t-il autorisé ce décret? Car il est présenté au journal du 12 janvier 2011 à 20h, 12 janvier 2011, pardon, à 20h. Donc, ma question est, à quel moment le président vous autorise-t-il à lire ce communiqué? Dès qu'on reçoit le décret, on le porte à la connaissance de la population. S'agit-il d'un préenregistrement? Effectivement, il s'agit d'un préenregistrement puisque la cassette a été transmise après à la RTI. À ce moment-là, compte tenu des propos que vous tenez, étiez-vous en situation de guerre? Oui, je l'affirme, parce que quand vous envoyez des éléments avec qui vous avez fait le briefing le matin même pour une mission de sécurisation dans un quartier au profit de la population, et qu'au retour de la mission, on vient vous annoncer que vous avez 3 à 4 éléments qui sont tombés, j'avoue que c'est difficile à supporter. Difficile à supporter. Or, notre mission à nous, c'est de défendre l'intégrité du territoire en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. C'est de protéger les personnes et les biens. Nous n'avons pas pour mission d'aller tuer les gens. Donc, quand nous partons, ce sont nos éléments qui sont pris à partie par des gens en civil, en armes, qui nous voient venir parce que nous portons des tenues bien caractéristiques, des véhicules bien caractéristiques, on détruit nos véhicules, on tue nos hommes. Donc, il y a vraiment lieu de faire une mise en garde, de prendre à témoin la population et de prendre à témoin également ceux qui sont venus nous aider à aller à la paix, c'est-à-dire les forces onusiennes. Et c'est dans ce sens-là que nous avons fait cette déclaration. Avant la lecture ou l'enregistrement, je devrais dire, l'enregistrement de ce communiqué, avez-vous eu une rencontre
à l'état-major avec les généraux. Effectivement, vous voyez que le lieu où la déclaration a été faite, c'est bien la salle de conférence de l'état-major. Donc, à l'issue de la rencontre avec nos commandants des forces et suite aux nombreux décès de nos hommes, nous avons décidé, après en avoir rendu compte à Monsieur le ministre Alain Dogrou, de faire un communiqué pour prendre à témoin la population, comme je l'ai souligné, et pour éventuellement appeler aussi l'attention de l'ONUCI si ce genre de fait. Un petit instant, s'il vous plaît. Quelle était la base juridique sous laquelle vous vous trouviez à ce moment-là si vous êtes en situation de guerre, selon les lois ivoiriennes? Déjà, quand vous voyez que des gens utilisent des armes de guerre, c'est qu'on est effectivement en situation de guerre. Mais qu'en plus, nous avons été requis. Et c'est en accomplissant cette mission que certains de nos hommes sont tombés. If you allow me, Your Honor, just Monsieur McDonald, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, j'aimerais que vous m'accordiez quelques secondes pour que je trouve une vidéo du 15 janvier. Your Honor, Monsieur le Président, accordez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Your Honors, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, compte tenu des réponses apportées par le témoin, et en ce qui concerne la possibilité de montrer des documents qui ne figurent pas sur la liste des documents, mais qui figurent sur la liste des éléments de preuve, j'aimerais diffuser et montrer une vidéo du 15 janvier. Il s'agit toujours de la base juridique. Il s'agit d'un décret, de la lecture d'un décret. Le numéro ERN est 00640111. Il s'agit d'une vidéo qui a fait l'objet d'un versement direct. Et d'ailleurs, la défense était vue octroyer un temps supplémentaire pour pouvoir réagir à cette demande de versement direct. Donc, avec votre permission, nous aimerions pouvoir présenter cela. Dans un esprit de confraternité, nous ne nous opposons pas à ce que cette vidéo soit montrée. Thank you very much. Le Président, je vous remercie. Maître Knops. Maître Knops.
Monsieur le Président, nous nous en remettons à la Chambre. Nous nous contentons de constater que la Chambre a déjà rendu une décision au sujet des documents qui font l'objet de débats juridiques, donc qui ne sont pas automatiquement, ou cela fait l'objet d'un débat juridique, puisqu'il s'agit de documents qui n'ont pas été automatiquement communiqués par l'accusation en attendant que la décision soit rendue. Le Président, Monsieur le Procureur, je vous en prie, Monsieur McDonald, et je m'excuse car nous n'avons pas de transcription pour cette vidéo, mais il s'agit donc de la lecture d'un décret. C'est tout à fait dans la même veine. Donc si Madame la greffière d'audience pouvait afficher ou diffuser la vidéo 0064-0111. Et si je ne m'abuse, nous allons donc la diffuser à partir de la minute 3 minutes 17 jusqu'à 4 minutes 35. Alors, je reviens avec des questions, Monsieur Mangou. Avec 5 minutes. That is what you do since 2 days. En Côte d'Ivoire. Nothing new. 16 du Evidence Channel 2. Ce sera sur le canal Évidence 2. Oh, excusez-moi, Évidence 1. It's on both. En fait, c'est sur les deux. Bonsoir, bienvenue. Ouvrons ce journal par ce décret de la présidence, décret portant prorogation du couvre-feu dans les communes d'Abobo et d'Anyama. Le président de la République décrète, article 1er, le couvre-feu institué par le décret 2011-8 du 12 janvier 2011 dans les communes d'Abobo et d'Anyama sont prorogés comme suit. Le samedi 15 janvier, à partir donc d'aujourd'hui, de 19h à 6h. Le dimanche 16 janvier, de 19h à 6h. Le lundi 17 janvier, de 19h à 6h. Le mardi 18 janvier, de 19h à 6h du matin. Le mercredi 19 janvier, de 19h à 6h. Le jeudi 20 de 19h à 6h du matin et enfin le vendredi 21 janvier de 19h à 6h du matin. Donc on retient que le couvre-feu commence aujourd'hui et prend fin le vendredi 21 janvier prochain. Dans l'actualité ce soir, le lancement Yes, please. So we get Le Président, oui, je vous en prie, Monsieur McDonald. Donc, nous avons le numéro du décret du 12 janvier. Et pour ce qui est du préambule, je souhaiterais vous présenter un autre décret dont la lecture est faite, si je ne m'abuse, le 19. Le Président, mais est-ce que nous n'avons pas une copie papier de ces décrets? Monsieur McDonald, non, Monsieur le Président, ils n'ont pas été publiés pendant cette période, n'ont pas été publiés à la Gazette officielle pendant la dite période. C'est la raison pour laquelle la seule version que nous avons est la version diffusée sur la RTI. Et la cote ERN est la même que celle que je viens de mentionner.
mais les 4 derniers chiffres sont 0, 1, 1, 2. Et la date sera mentionnée lors de la diffusion et la lecture du décret. The timestamps, it's from Alors, ce sera à partir du début de la lecture du décret, donc que nous allons voir ça. Donc, c'est le début du journal d'information et nous pourrons interrompre à la fin du préambule. Point n'est besoin d'écouter la lecture des articles. Can we please have the times? La greffière d'audience, est-ce que vous pourriez nous donner les horaires précis? Unfortunately, I don't have the time. Datage, Monsieur McDonald, écoutez, malheureusement, je ne dispose pas de l'horodatage, mais je pense que cela devrait être plus ou moins à partir de 3 minutes. Voilà, nous allons commencer maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de feuilleter avec nous l'actualité de ce jour. Le président de la République, Monsieur Laurent Gbagbo, a reçu ce vendredi le ministre des Affaires étrangères internationales de la coopération et des Gambiens. Sorry, I'll Monsieur McDonald, excusez-moi. Je vous donnerai l'horodatage. Je pensais que cela commençait au début du journal télévisé. Manifestement, je me suis trompé. Excusez-moi, Monsieur le Président. expecting showing this, Your Honor. Je ne m'attendais pas d'ailleurs à devoir montrer ceci. Just a second. Une petite minute, je vous prie. Donc, excusez-moi, l'horodatage exact est 49 minutes 20 secondes. À propos d'éducation, un communiqué du ministère de l'Éducation nationale nous rappelle que les conséquences de cette crise Listen, I'll leave this. Bon, écoutez, Monsieur le Président, nous reviendrons plus tard là-dessus. Excusez-moi. Le Président, oui. Écoutez, je dois vous dire que je ne comprends pas l'utilité qu'il y a à lire le préambule d'un décret. Mais enfin bon, cela est de votre sort. Monsieur McDonald, mais Monsieur le Président, c'est pour les mêmes raisons. Le Président, oui, je le sais, mais normalement, un décret existe par écrit. Et s'il est présenté, il fait partie du dossier de l'affaire, donc je ne comprends pas. Mais je ne veux surtout pas me lancer dans un débat à ce sujet. Non, je viens juste d'exprimer mon point de vue, Monsieur McDonald, et poursuivez parce que sinon nous allons perdre du temps et je ne veux surtout pas perdre de temps. Monsieur McDonald, bien. All right. Monsieur McDonald, très bien. Alors, je vais vous montrer et je vais appeler une pièce de l'inspecteur général de police, M. Bredoux-Mbia, CIV OTP 0045-1193. Très bien. Alors, on fait référence au décret à la 3e ligne, et c'est un document
donc toujours de M. Imbia. On fait référence au décret du 12 janvier 2011 portant instauration d'un couvre-feu dans les communes d'Abobo et d'Anyama comme suit. Donc, les opérations militaires seront conduites par les unités des Forces armées nationales, FANSI, et de la Gendarmerie nationale, et je comprends que les policiers sont donc en 3e à ce moment-ci? C'est ça ma question. En 3e position? C'est-à-dire que les FANSI sont en première ligne, les gendarmes et après les policiers viennent en appui? Non, pas du tout. Il a pris ça dans le désordre. Non, c'est pas du tout. Il n'a fait que citer les unités qui vont participer à la patrouille. Sinon, normalement, dans l'ordre du combat, vous avez les forces de première et deuxième catégorie qui sont en première position et puis les forces armées viennent en appui. Mais là, il s'agit d'une mission de patrouille qui est différente de l'opération commune sur le terrain. Donc, selon ce document, le DGPN ou la police, pardon, se trouve en maintien de l'ordre et les FANSI et les gendarmes aussi. Il n'a fait que reprendre le message certainement que j'ai envoyé pour la sécurisation de la zone où le décret de couvre-feu est décrété, j'allais dire. Donc c'est tout le monde qui participe à la sécurisation. Maintenant, dans l'opération, les policiers peuvent être à un endroit bien déterminé. Les policiers, les gendarmes et les militaires font des patrouilles. J'aimerais, à ce moment-ci, poursuivre et vous poser la question, suite à la lecture de ce communiqué, on vous voit lire le communiqué, avez-vous eu une rencontre avec le président de la République? Non, je n'ai pas eu de rencontre avec le président de la République. Je vous ai précisé tout à l'heure que pour lire le communiqué, nous avons rendu compte au ministre de la Défense. C'est sûr que le ministre de la Défense lui-même, qui est chargé de l'exécution de la politique de défense, a dû rendre compte au président de la République. Par la suite, donc, le communiqué, on l'a vu, est présenté au journal de 20 heures. Vous êtes-vous déplacé à la résidence pour rencontrer le président? Non, je ne suis pas allé à la résidence pour rencontrer le président. Nous avons fait le communiqué pour rappeler l'attention de la population sur un certain nombre de faits. Et puis pour prévenir l'ONU ici, je ne pense pas que je sois parti à la présidence. Alors j'appellerai la pièce 0088 0863 et si nous pouvions aller à la page 1087. Alors, on voit ici qu'il s'agit de la journée du 12 janvier 2011. Le registre des visiteurs à la résidence.
Ici, on peut tourner à la page suivante. Donc, la page 1089 avec 1089. « 1089. Et si on peut mettre l'emphase à la ligne 34 à 44, s'il vous plaît. Jusqu'à la fin du document même. Donc, on voit à l'entrée 34, M. Bruno Mbia, qui est enregistré à 21h56, vous-même le SEMA à 21h50, Général Kassaraté à 53, 21h53, M. Doc Beaublé à 21h54. On voit également qu'il y a certains ministres, dont le ministre M. Charles Blégoudet à l'entrée 40, à 22h25. Et on peut voir l'heure de départ. Monsieur le Président. C'est quoi le problème? Monsieur le Président, on ne va pas revenir toujours sur les mêmes observations. Est-ce qu'il y a une question à poser aux témoins concernant ce registre et ce jour? Et puis c'est tout. Mais c'est commentaire, monsieur. On va pas revenir. Le Président, oui, bien sûr, bien sûr. Je dois dire que nous sommes tous en train de regarder la même chose, nous pouvons le lire. Posez votre question, Monsieur McDonald. Mais c'est ce que je fais, Monsieur le juge président. Vous montrez Monsieur McDonald. Et qu'est-ce qui sera consigné au compte rendu? Rien. Le président n'empêche que nous avons une référence. Donc, j'aimerais que vous posiez votre question, tout simplement. Nous voyons tous ces noms-là qui figurent dans ce registre, du 34 aux autres. Donc, posez votre question. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire, M. Mango, d'une rencontre le 12 janvier 2011? Pas du tout. Alors, je voudrais être précis. Je vous avais défini les rencontres avec le président de la République au palais de la présidence de la République avec des dates bien précises. Et je me rappelle vous avoir dit qu'au niveau de la résidence, nous avons eu tellement de rencontres que je ne peux pas définir une date ni une heure. J'ai été clair là-dessus la dernière fois. Donc, quand vous me présentez un document, c'est bien mon nom, mais à quel moment j'y étais? Je suis un humain, la mémoire, elle est oublieuse. Hein. Maintenant, si vous me racontez, vous me dites c'est pour tel fait, je pourrais vous dire pourquoi j'y suis. Mais quand je vois un cahier où on relève l'identité des visiteurs SEMA, suivi des autres, je ne peux pas me rappeler à quelle réunion nous étions. Très bien, je vais vous montrer maintenant une vidéo. Et la vidéo que je vais vous montrer, c'est un court extrait. C'est le 0064 0110 de la minute 3:49 à 6:34. The prosecution has the... La greffière d'audience, évidence 2, c'est l'accusation qui a la main. Le président. Et la transcription de cette vidéo, elle correspond à quel intercalaire? Est-ce que l'on pourrait avoir la référence à la transcription, à l'intercalaire qui contient la transcription, pour les interprètes, s'il vous plaît? Monsieur McDonald. 494. Le président, merci.
public video. La greffière d'audience, est-ce qu'il s'agit d'une vidéo publique? So they're ready to... Le président, est-ce que vous êtes prêt? Vous êtes prêt à diffuser la vidéo? If we can show it, please. Monsieur McDonald, oui, s'il vous plaît, veuillez la diffuser. Le président de la République, le président Laurent Gbagbo, a échangé avec le chef des grands commandements de l'armée nationale. Ensemble, ils ont examiné la situation sécuritaire du pays et puis ils ont pris des mesures pour assurer la sécurité du pays et des Ivoiriens. Reportage, Laurent Seri. Cette rencontre du chef de l'État, le président Laurent Gbagbo avec la haute hiérarchie militaire, était d'une importance capitale. Au vu de l'ampleur des attaques et violences perpétrées par des individus armés qui prennent pour cible les forces de défense et de sécurité et les populations qui n'adhèrent pas à leur cause. Le président de la République, Laurent Gbagbo, chef suprême des armées, a eu le point de la rencontre que les généraux ont eue bien avant à l'état-major des armées. Les commandants de la marine nationale, des forces aériennes, des forces terrestres, du SECOS, de la gendarmerie et de la police, et le général de corps d'armée Philippe Mangou ont arrêté des mesures pour sécuriser le territoire et faire échec à toute velléité de rendre incontrôlables certaines communes d'Abidjan. Cette rencontre était élargie aux membres du gouvernement, notamment le Premier ministre Gilbert Aké-Ngbo. Le général de corps d'armée Philippe Mangou, au sortir de cette rencontre, a dénoncé la partialité observée sur le terrain concernant les casques bleus de l'ONU. Moi, j'ai toujours accusé les forces onusiennes d'être de connivence avec les rebelles. Je l'ai toujours dit. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'après l'attaque, 2 minutes tout juste après l'attaque, une dizaine de 4x4 passent, voient nos morts, voit le blessé agonisant, on le dépasse, et puis on dit qu'on a la recherche d'une population qu'on cherche à sécuriser. Nous ne comprenons pas. Et peu de temps après, ils sont repassés en effectuant des tirs. Alors j'ai été très amer avec le général Lafize. Je lui ai exprimé mon mécontentement. Nous avons une rencontre pour se dire la vérité. C'est de la provocation selon vous depuis un moment, les actes de forces onusiennes, selon vous, vous assignez ça à de la provocation? Oui, la provocation, mais c'est honteux de leur part parce que la mission initiale, c'était une force impartiale, c'est de faire l'interposition, de nous amener à la paix, mais là ça devient autre chose et nous trouvons que c'est véritablement honteux de la part de ces forces-là. Les dispositions? Ben, écoutez, vous savez les mesures qui ont été prises par le gouvernement ivoirien, c'est de demander à ces forces de repartir. Nous ne travaillons plus avec ces forces. Merci. Cette rencontre de la haute hiérarchie militaire avec le chef de l'État, le président Laurent Gbagbo, a duré plus de 2 heures d'horloge. 3 jours de couvre. Thank you. Le président, merci. Monsieur McDonald. Le fait de revoir cette vidéo, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Bien sûr que ça me rafraîchit la mémoire. Et je sais aussi dans quelles circonstances j'ai fait la déclaration. Please tell us. Le président, veuillez nous le dire.
quelle a été donc la discussion que vous avez eue avec le président et les personnes présentes? Alors, Monsieur le Président, j'ai été très amer avec les forces onusiennes. Parce que j'estime que quand un pays est en crise et qu'une force vient vous aider à aller à la paix, elle se doit d'avoir un certain comportement. Je ne vais pas jeter le discrédit sur l'ensemble des forces impartiales qu'il faut reconnaître a fait un travail satisfaisant pour la Côte d'Ivoire, a aidé la Côte d'Ivoire à aller à la paix parce que nous sommes militaires et je sais que quand on quitte sa famille, on quitte son pays pour se mettre au service d'un autre pays, ce n'est pas facile. Ils ont fait l'essentiel. Mais comme dans tout groupement, dans toute association de personnes, il y a des personnes qui, de par leur comportement, jettent le discrédit sur le travail satisfaisant fait par l'ensemble. Et là, je vous l'ai dit, Monsieur le Président, j'ai été très amer parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans la nuit du 11 au 12, nos policiers qui étaient partis pour la sécurisation d'Abobo et qui étaient au rond-point d'Abobo ont été entourés, tués, des véhicules calcinés. Au même moment est arrivé un convoi de 10 véhicules des forces impartiales. Il y en avait qui agonisaient encore, qui n'étaient pas encore morts, couchés dans leur sang, qui cherchaient secours. Ils les ont regardés, ils ont tourné le talon, ils ont embarqué dans leur véhicule et ils sont partis. Nous sommes ici au sein d'une justice internationale. C'est une faute très grave, le refus de porter assistance à personne en danger. Entre nous militaires, il y a une certaine solidarité qui fait que nous nous appelons frères d'âme. Et l'appellation ne se fait pas seulement du bout des lèvres. Cela doit se ressentir également dans nos faits et gestes. Le disant, Monsieur le Président, je voudrais vous donner un exemple. 9 officiers Blengadechi de l'ONUCI, fraîchement arrivés en Côte d'Ivoire, qui sont partis de l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc perdus, se sont retrouvés à Yopougon, Niangon. Ils ont été entourés par une foule immense. Pris de peur, ils ont monté les vitres. Et comme la population, ceux qui les entouraient, savaient qu'il faisait chaud et qu'ils ne supporteraient pas la chaleur, ils étaient là, ils regardaient. Ils étaient en train de, j'allais dire entre griffes, brûler dans la voiture. Le général Hafiz m'a appelé. Il m'a dit, mon général, j'ai mes gens qui arrivent de l'Ouest, mais qui se sont trompés d'itinéraire et qui sont allés à Yopougon. Ils ont envahis, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent rien faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je n'ai même pas eu besoin, Monsieur le Président, de prendre l'armée. Je n'ai pris que les éléments de ma garde. Je suis arrivé à Niangon, parlementer avec les gens, réussi à les sortir un à un, à les mettre au commissariat de Niangon, jusqu'à ce qu'on sorte les 9 Bangladeshis, qu'on les mette au commissariat, qu'on prenne 2 véhicules. Il y en a qui sont montés avec moi. Je les ai amenés chez moi, à ma résidence. Mon épouse leur a donné à boire, on leur a donné à manger. J'ai permis qu'ils récupèrent, qu'ils reprennent leurs esprits. Et personnellement, dans 2 véhicules, je suis allé les remettre à l'ONUCI, au général Hafiz. Mais ça, vous n'avez pas de document dessus. Parce que personne n'a dit merci pour ça. Mais moi, je n'attends pas de remerciement des humains. Je l'ai fait parce que je suis un chrétien et Dieu seul sera me récompenser. Mais quand des forces se préparent, agissent comme ça vis-à-vis de nos forces, il y a de quoi être révolté. Ça m'a révolté. Ça m'a révolté parce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, il y a des militaires ivoiriens aussi qui vont en opération extérieure. Est-ce qu'on autoriserait que ces gens-là s'en prennent
aux jeunes de ces pays que ces gens-là tombent sur des faits où ils pourront porter secours, ils tournent dos? Non, on ne peut pas le faire. C'est vous qui parliez ici d'hier du DIH. Tout ça, c'est dans le DIH. C'est compris dans le DIH que des gens ne respectent pas le droit humanitaire, mais c'est grave. C'est grave, on ne peut pas être tendre avec eux. Donc, effectivement, je n'ai pas été tendre avec eux. Et je l'ai signifié au général Hafiz. Un policier qui tombe, qui est en train d'agoniser, qui n'est pas encore mort, vous le laissez, vous partez. La deuxième raison pour laquelle je suis intervenu, il s'agissait de l'organisation des patrouilles. Même quand ce sont les éléments d'une même unité qui font des patrouilles, nous évitons que ces éléments se retrouvent sur le même terrain, parce que la nuit, tous les chars sont gris. Et en patrouille, vous prenez toutes les dispositions au cas où vous tombez sur l'élément ennemi pour intervenir. Donc, il pouvait avoir des méprises. Si l'ONUCI veut participer à nos patrouilles, qu'elle nous dise, on n'interdit pas. Mais en ce moment, nous nous repartissons les secteurs pour faire les patrouilles. Mais on arrive à Bobo, on fait nos patrouilles, on les voit venir. Alors, la nuit même, quand vous voyez les phares allumés, vous n'identifiez pas qui vient en face. Donc, je me suis plaint de ces deux faits et j'ai trouvé que c'était vraiment de la provocation, que c'était inamical de leur part de ne pas venir au secours de leurs frères d'armes. C'est leurs frères d'armes qui sont tombés, de les regarder mourir sans leur porter secours et puis d'embarquer dans leur véhicule et de partir. Voici les raisons, Monsieur le Président, pour lesquelles j'ai fait cette déclaration. Le président, monsieur le procureur. Qu'avez-vous discuté avec le président ce soir-là, avant votre intervention à la télé? Donc, quel était l'objet de votre rencontre avec le président? Alors, l'objet de la rencontre, c'est simple. Chaque fois que nous le voyons, nous lui faisons un point de situation, c'est-à-dire nous lui disons ce qui prévaut. Et comme je vous l'ai souligné, du 11 au 12, il y a eu le décès de 6 de nos policiers avec destruction de leur matériel. Nous en avons parlé. Et nous avons aussi parlé d'une manière générale de la situation qui prévalait sur l'ensemble du territoire. Ne vous focalisez pas trop sur Abobo, parce que nous tenons compte du territoire sur lequel nous agissons, des différentes patrouilles qui sont faites, même quand il n'y a rien à signaler, c'est aussi un compte rendu. Nous lui disons qu'il n'y a rien à signaler. Quand il y a des décès, nous lui rendons compte des décès et des blessés. Et c'est ce genre de situation que nous avons fait avec le président de la République. Vous a-t-il donné des instructions suite à votre débriefing? Non, le président n'a pas d'instruction. Il savait que nous étions requis, que nous faisons notre travail. Il n'a pas donné d'instruction particulière, puisque pendant cette période, c'était la police qui était sur le terrain dans le cadre de l'opération de maintien de l'ordre. Il n'y avait pas de situation particulière qui nécessitait un déplacement avec une rencontre de l'ennemi. Donc, les comptes rendus qui ont pu être faits au président de la République, ce sont des comptes rendus de fin de patrouille et autres. Donc, vous venez de mentionner que, et je veux bien qu'on comprenne, qu'en date du 12 janvier, vous êtes toujours en situation de maintien de l'ordre. En date du 12 janvier, nous sommes toujours en situation de maintien de l'ordre. Et j'ai défini ici la période du 11 janvier au 21 février. C'est la police qui est en train de mener l'opération. Très bien.
J'aimerais maintenant appeler la pièce CIV OTP 0071 0407. Et pour ce qui est du l'onglet, malheureusement, je ne l'ai pas avec moi. Tab 417. Greffier d'audience, intercalaire 417. Nous en avons également une copie papier. Ce serait peut-être opportun qu'on remette une copie papier aux témoins. Vu la longueur du document. Alors, Monsieur Mangou, je vous interromps. Oui. Il s'agit de... De quoi s'agit-il, ce document? Alors là, ce n'est pas une opération qu'on menait, c'est une action ponctuelle dans une zone donnée. C'est une action ponctuelle dans une zone donnée. C'est différent d'une opération, d'une offensive que nous menons. Quelle est cette action ponctuelle que vous menez? C'est dans quel quartier? C'est à Bobo. C'est à Bobo parce que le maintien de l'ordre, il faut le comprendre, hein, dès l'instant où il n'y a rien, les policiers sont en place, ils observent. Mais s'il y a un coin où il y a des mouvements, où il y a des tirs, ben, nous menons une action là-bas. Parce que les policiers, ils ont des moyens conventionnels de maintien de l'ordre. Mais c'est différent de la deuxième phase d'opération où nous sommes en mouvement. Si vous voulez, c'est une opération coup de poing que nous menons dans une région bien définie, bien précise. C'est quoi ça, une opération coup de poing? Une opération coup de poing, c'est une opération qui a un but bien précis, en fonction d'une situation bien précise. Alors, j'attirerai maintenant votre...
J'attirerai votre attention à la page, l'annexe, qui est le 0414. Je vois, je cherche. Oui, DIH, oui. Donc la page 0414. Donc à ce moment-là, c'est les règles, c'est les missions dans le cadre du maintien de l'ordre. C'est bien ça? C'est les droits à respecter? Absolument. Donc, vous voyez que je répondais, et cela, cette note répond à votre préoccupation de savoir si nos soldats sont instruits au droit international humanitaire. Parce que dans les missions que nous donnons, nous mettons un accent dessus. Et là, le colonel qui a fait le frago rappelle ça aux hommes, hein, droit de l'homme, droit national, droit coutumier, parce qu'il y a aussi des droits coutumiers qu'il faut respecter. Et il descend plus bas pour parler des règles à observer dans tous les cas, hein, respect des personnes et des biens, interdiction de procéder à des exactions et à des pillages, faciliter l'intervention du CICR, de la Croix-Rouge et du corps médical. Donc, c'est des consignes, elles sont bien précises pour que les soldats ne fassent pas ce qu'ils veulent sur le terrain. Très bien. Donc, juste pour bien confirmer, parce que vous avez dit que vous étiez en situation de guerre tout à l'heure, en vous référant à votre intervention sur la RTI, votre communiqué du 12 janvier, et là, en date du 18 janvier 2011, on est dans le cadre d'une opération du maintien de l'ordre. D'une opération de maintien de l'ordre, avec bien sûr une opération dans un lieu ponctuel. Le colonel, en faisant sa note, a bien défini la zone. Hein. Il a parlé de 2000 mètres carrés. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Concernant la situation milieu-terrain, il a bien défini la zone d'une superficie d'environ 2000 mètres carrés. À Bobo, je vous l'ai dit hier, c'est une superficie de 10 000 hectares. Donc, c'est bien une opération bien précise dans la zone indiquée. Et juste pour finir avec ce document, j'appellerai la page 0412 du même document. Si vous revenez au point 3G, instruction de coordination étant la rubrique, en bas de page, vous allez voir les chiffres 00710412. Oui. Oui, donc... Alors, on voit rassemblement terminé le 12 janvier à 11 heures, le 12 janvier 2011 à 14 heures sur la place d'armes de l'état-major. Donc, on revient aux événements du 12 janvier. Dans ce document du 18 janvier. Oui. On les lit. Il y a ce lien. Oui. Très bien. Nous allons poursuivre.
J'aimerais maintenant appeler le document suivant sur notre... Je parle pour mes collègues, je vais appeler le document suivant sur notre liste, le CIV OTP 0046 0507. L'onglet, on va me le donner à l'instant. Tab 247. Onglet 247. Merci. Et nous pouvons vous en donner une copie papier, car le document fait quelques pages. Donc, si on voit la page 0508, M. Mangou, votre signature, donc la deuxième page du document. Oui. De quoi s'agit-il avec ce document, outre le fait qu'on puisse lire? C'est dans le principe d'action. À l'issue du rassemblement, 19h, 18h, dans 19h à 08h, patrouille à Bomo. J'aimerais, M. Mangou, délaisser un peu la question des offensives, des phases, la phase offensive dans laquelle vous dites que vous étiez au mois de février. On va y revenir cet après-midi. Mais avant de ce faire, j'aimerais vous revenir sur une rencontre du 20 janvier 2011 que vous avez eue à l'état-major. Et la Chambre a vu déjà, en présence de M. Bligoudet, Richard Dacoury et Serge Cassy, ainsi que les généraux. D'accord? Que pouvez-vous nous dire sur cette rencontre? Alors, le 20 janvier 2011, aux environs de 09h, nous avons reçu donc à l'état-major des armées, M. Bligoudet, accompagné de Richard Dacoury, de Serge Cassy, qui est venu nous porter l'invitation des jeunes patriotes à une cérémonie d'hommage aux forces de défense et de sécurité. Pourquoi? Je ne peux pas dire le pourquoi, c'est une invitation à une cérémonie. Nous avons à répondre ou à ne pas répondre, mais j'avoue que j'ai répondu favorablement à cette invitation. Et selon vous, à ce moment-là, compte tenu des deux acolytes à M. Bligoudet qui étaient avec lui, donc M. Dacoury et M. Serge Cassy,
Venait-il en sa qualité de ministre ou venait-il en sa capacité de représentant de la jeunesse? Monsieur le Président. Le mot désigné. Le Président, écoutez, c'est une question tout à fait spéculative. Est-ce que vous pourriez reformuler, s'il vous plaît? Monsieur le Président. Monsieur Magnal, oui, je vais reformuler. Monsieur le Président, j'ai une autre observation. Maître Bogny. Oui, merci, Monsieur le Président. En français, c'est marqué acolyte. En français, c'est marqué acolyte. Ça a une connotation assez grave, Monsieur le Président. Le Président, je comprends tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et cela donne une impression négative, tout comme en italien d'ailleurs. Donc oui, cela a une connotation négative, un sens négatif. Monsieur McDonald, je vais reformuler. Vous comprenez un peu la question. Non, mais moi-même, je voulais le relever, parce qu'acolyte, ça fait péjoratif. Que le chef d'état-major des armées reçoive des acolytes, ça ne me plaît pas. Donc, je voulais le relever. Ce sont des jeunes Ivoiriens. Blé Goudé n'est pas venu en tant que ministre. Il est venu en tant que leader des jeunes patriotes. Et je disais tout à l'heure que j'ai favorablement répondu à l'invitation. Est-ce que vous avez discuté, parce qu'on voit les généraux qui sont tous autour de la table, je ne vous montrerai pas la vidéo, mais vous la connaissez, la Chambre également. Très bien. Oui, oui. Monsieur le Président, pas qu'on ait discuté de cette invitation. Il m'a tout simplement appelé pour me dire qu'il souhaitait venir nous porter l'invitation. Et c'est moi qui ai convié les généraux puisqu'il s'agissait des forces de défense et de sécurité. Au sortir de cette réunion, avez-vous fait une déclaration aux journalistes présents? Oui, au sortir de cette réunion, j'ai fait une déclaration. Et cette déclaration concernait essentiellement le Premier ministre. Parce que le Premier ministre Soro et moi, nous étions en contact. Et notre souci premier, c'était de faire en sorte qu'il puisse s'instaurer un dialogue entre le candidat du LMP et le candidat du RHDP. Et là-dessus, le Premier ministre, il savait bien l'avis que j'avais sur les résultats des élections. Et il a annoncé comme ça que je connais les résultats. Or, en ma qualité de militaire, il ne m'appartenait pas de donner les résultats des élections. Donc, j'ai eu à répondre. Mais je voudrais très rapidement passer sur ce fait parce que le Premier ministre Soro, lors de son voyage en Guinée équatoriale, m'a fait l'honneur, parce que ça faisait encore partie de ma circonscription diplomatique, m'a fait l'honneur de me recevoir dans sa chambre. Et à deux, nous nous sommes parlé, nous nous sommes compris. J'ai présenté donc mes excuses au Premier ministre Soro. Je voudrais l'en remercier parce que il faut noter aussi que le Premier ministre Soro a toujours eu pour moi une certaine, j'allais dire, une certaine considération. Quand il devait être nommé Premier ministre dans le cadre des accords de Ouaga, il a appelé Bakayoko et moi. Ça a été un honneur pour moi pour solliciter notre avis avant de le faire. Donc, c'est vous dire qu'il m'accorde de l'importance et de la considération aussi. Donc, cet incident est classé au clos. Je ne veux pas en parler. Très bien. Alors, je vais quand même montrer la vidéo. Et le 00481670 et le transcrit. Ça doit être un appât de sa part pour vous dire que nous devons être nommés chefs. On entend le son. Pour le combat des institutions de la République. Alors, nous allons présenter l'extrait de la minute
Le chef des armées a fait cette... Donc, le transcrit, juste un petit instant, on a... Can we remove the floor from us, please? Est-ce que nous ne voulons pas avoir la main? So the ERN. Donc, la cote ERN de la vidéo est 0048-1670. La transcription figure dans le document 00490040. Et l'horodatage, ou plutôt, nous allons diffuser la vidéo depuis le début de la vidéo jusqu'à la fin du discours de Monsieur Mangou, ou de l'intervention de Monsieur Mangou. Tab 308 for the inter. La greffière d'audience, intercalaire 308 pour les interprètes. L'intercalaire 308 ne figure pas dans le dossier qui a été remis aux interprètes. Le chef d'état-major des armées, le général Philippe Mangou, dit ces 4 vérités à Alassane Ouattara et à Soro Guillaume. Il les appelle à la raison. Le général Mangou annonce que l'armée nationale est prête à toute éventualité. Le chef d'état-major des armées a fait cette mise au point à l'issue d'une rencontre qu'il a eue avec le ministre de la Jeunesse ce matin à l'état-major des armées. Mambo Abe. En sa double qualité de leader des jeunes et de ministre de... It's tab greffière d'audience. Il s'agit de l'intercalaire 306. Evidence Channel 2. Canal Évidence 2. Ah, les Occidentaux. Le chef d'état-major des armées, le général Philippe Mangou, dit ces 4 vérités à Alassane Ouattara et à Soro Guillaume. Il les appelle à la raison. Le général Mangou annonce que l'armée nationale est prête à toute éventualité. Le chef d'état-major des armées a fait cette mise au point à l'issue d'une rencontre qu'il a eue avec le ministre de la Jeunesse ce matin à l'état-major des armées. Mambo Abe. En sa double qualité de leader des jeunes et de ministre de la Jeunesse, le ministre Charles Blé Goudé a rencontré l'état-major de l'armée nationale de Côte d'Ivoire au moment où le pays doit faire face à une guerre appelée de tous leurs vœux par les Occidentaux et certains pays voisins en complicité avec la rébellion armée qui occupe le nord du pays. L'heure est à l'union sacrée, un chef, une armée, un peuple. Là où certains rêveurs pensaient avoir affaire à une armée faible, je pense qu'à un moment donné, ils s'y sont frottés, ils s'y sont piqués. En fait, nous sommes fiers de notre armée. Mais en même temps que nous sommes fiers d'elle, nous la voyons chaque jour au premier rang de cette crise. Malheureusement, là où il y a combat, là où on livre un combat, on se livre aussi. Malheureusement donc, nous avons perdu certains de nos frères d'armes. Parce que c'est ensemble que nous défendons le pays, chacun dans son domaine. Mais l'armée est toujours au front. Malgré les appels à la division, malgré les propos mensongers qui sont lancés dans certaines radios, notre armée est toujours soudée. Mes amis et moi avons donc décidé, ce dimanche 23 janvier, au Stade Champrou, d'organiser un grand rassemblement en hommage à notre armée. Bien reçu par les officiers généraux des forces de défense et de sécurité qui donneront une réponse appropriée au ministre Charles Blé Goudé en son temps. Entre autres sujets débattus au cours de cette rencontre, le chef d'état-major des armées a tenu à répondre à Guillaume Soro, qui l'accuse de ne pas être du côté de la vérité. Je voudrais donc profiter de la présence du ministre Blé Goudé, qui est le président de la jeunesse ivoirienne, qui est venu ici nous apporter le soutien de cette jeunesse.
pour m'adresser un peu à un des jeunes aussi, qui par la force des choses est devenu aujourd'hui Premier ministre et qui du haut de son piédestal nargue tout le monde. Et je vais parler de Guillaume Soro. Dans l'interview, Guillaume Soro me dit que je ne suis pas du côté de la vérité, que je suis fils de pasteur. Je le reconnais. Mais je lui dis qu'il n'est pas du côté de la vérité, qu'il a été ancien séminariste, donc il était pratiquement lui à deux doigts d'être prêtre, c'est-à-dire homme de Dieu. Il faut que les choses soient claires pour les Ivoiriens. Et je voudrais que les Ivoiriens sachent la vérité. Nous avons été approchés par ce monsieur pour nous demander de mettre l'armée à la disposition de M. Alassane Ouattara qui, dit-il, venait d'être élu. Nous lui avons dit non. Il nous a envoyé quelqu'un, certainement ça doit être un appât de sa part, pour nous dire que nous devons être nommés chef d'état-major. J'ai dit à son émissaire que j'ai fait 6 ans de commandement et que même si aujourd'hui le président Gbagbo venait à me remercier, je retourne tout simplement au village et que je ne souhaitais pas être chef d'état-major de M. Alassane Dramane Ouattara. Si c'est ça qui dit que je ne suis pas dans la vérité, j'ai dit que je ne suis pas dans la vérité. J'ai eu des entretiens avec M. Guillaume Soro. Je lui ai dit que c'est lui qui a conduit le processus. À un moment donné, il a même dit qu'il était arbitre. Et je lui ai tout simplement dit que quand on a conduit le processus, comme il a fait, et quand il s'est dit arbitre, comme il a été, il se doit de dire aux Ivoiriens la vérité. Nous avons tous écouté M. Guillaume Soro. Il nous a toujours dit, à la réunion des généraux, tout comme aux Ivoiriens, que tous les candidats ne devaient se prononcer qu'après que le Conseil constitutionnel ait donné les résultats définitifs. Est-ce ce qui a été fait? Ce n'est pas ce qui a été fait. Nous, des forces de défense et de sécurité, nous avons une mission. Celle de défendre l'intégrité du territoire national en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, quelles que soient les formes d'agression. C'est de protéger les institutions de la République. L'institution de la République a parlé, nous nous en tenons à ce qu'a dit l'institution de la République. Il faudrait que cela soit clair. J'ai même dit à Guillaume Soro qu'il a été à la tête, et ça au téléphone, des gens qui hier ont tué, ont égorgé certains de nos frères d'armes, ont éventré des femmes enceintes, que trop c'est trop, qu'il est tout jeune, et qu'il ne serait pas bien qu'il ait dans sa main le sang des Ivoiriens. Je me rappelle, et comme si cela datait d'hier, lors d'une cérémonie organisée par M. le ministre Blé Goudé à l'hôtel Ivoire, prenant la parole, Guillaume Soro a dit, il y a des gens qui appellent à faire la guerre parce qu'ils n'ont pas encore entendu tirer un seul coup de canon. Alors pourquoi lui aujourd'hui, il appelle tous ces pays du monde à venir tuer les Ivoiriens, à tuer les Ivoiriens, alors qu'il n'y a même pas de cela longtemps qu'il a présenté ses excuses aux Ivoiriens. Malheureusement, c'est lui qui appelle à la guerre, c'est lui qui appelle les forces étrangères à venir tuer les Ivoiriens qui veut commander demain. Et nous disons, trop c'est trop, il faudrait qu'il arrête. Il faudrait qu'il arrête tout cela. Il faudrait qu'il puisse comprendre cela. Si le lui dire, il pense que c'est faire preuve, c'est insulter Alassane Dramane Ouattara, alors je dis qu'il est en train de faire une fausse route. Il est en train de faire une fausse route. Et les chrétiens, tout comme moi, notre Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. Il faut qu'il se le dise. Il est certes bon, mais lent à la colère. Et tout ce qui se passe, se fait sur cette terre, tôt ou tard, on finit par le payer. Il faudra qu'il le sache. Et surtout, qu'il sache qu'en appelant les gens à venir tuer les Ivoiriens, qu'il n'est pas immortel, qu'un jour, lui également, il partira. Et en ce moment, tous deux, nous aurons des comptes à rendre devant notre Seigneur. Qu'il sache rester humble. Il a été Premier ministre. Nous avons respecté ses fonctions. Qu'il ait un minimum d'égards pour les Ivoiriens. Qu'il ait un minimum d'égards pour l'armée nationale. Et qu'il se garde de dire et de faire certaines choses.
Aujourd'hui, ce même Guillaume Soro veut que nous mettions l'armée nationale à sa disposition. N'est-ce pas lui qui l'a combattu hier? N'est-ce pas lui qui a tué les éléments des forces de défense et de sécurité? N'est-ce pas lui qui a fait aligner des frères pour les égorger avec leurs familles et leurs enfants? Ils crient haro sur tous les toits. Ils sont à la recherche des charniers. Mais je crois qu'aujourd'hui, si la vérité doit éclater, les charniers, on ne les trouvera pas ici, mais on va les trouver ailleurs, peut-être en zone Seine. Mais pour nous, en ce qui nous concerne, nous sommes prêts pour le combat de la souveraineté, pour le combat des institutions de la République. Rien ne nous fait peur. Et comme il veut que nous mettions en avant notre Seigneur, alors nous lui disons que pour nous, Christ est notre vie, la mort pour nous n'est qu'un gain. Nous sommes prêts, nous l'attendons. Tout est clair dans l'esprit de tout le monde. Attendons maintenant pour voir.
Thank you. Le président, merci. Monsieur MacDonald. Je pense que nous pourrions peut-être faire la pause et je poserai ma question après. Le président, c'est ce que j'allais dire, justement. Merci. Nous allons donc avoir notre pause déjeuner, monsieur. Nous reviendrons à 14h30. L'audience est levée.